Bon, ben voilà, en fait, c'est tout simplement très agréable de se laisser aller au flot de la musique et des paroles et des mots de la radio du cinéma. Chers auditeurs, bonjour. Nous voici en compagnie d'une sommité du monde du cinéma. Mais aujourd'hui, en particulier, on va parler de photographie. J'ai le plaisir et le privilège de me retrouver en face de Vincent Pérez. Bonjour Vincent et bienvenue à la radio du cinéma. Merci pour cette belle présentation. Je suis ravi d'être là avec vous. En quelques mots, on va quand même se permettre de présenter pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance de connaître un petit peu votre parcours cinématographique. On va parler brièvement en fait du joli parcours que vous avez accompli jusqu'à présent. Néanmoins, on va découvrir une face un peu plus cachée du personnage qui correspond néanmoins en fait un peu au socle et aux fondations de votre vie professionnelle puisque vous avez démarré à étudier la photographie. Mais d'abord, je vous laisse vous présenter brièvement et puis ensuite on va discuter réellement de photographie. Je suis Vincent Pérez, acteur, réalisateur et photographe. J'ai joué dans des films comme Cyrano de Bergerac, qui était mon premier, je dirais, grand rôle au cinéma, en face de Gérard Depardieu. Je suis connu pour avoir fait La Reine Margot, pour avoir fait Indochine. Avec Catherine Deneuve. Avec Catherine Deneuve, et puis La Reine Margot avec Isabelle Adjani. Fanfan la Tulipe avec Penélope Cruz. Et puis voilà, il y a Le Bossu avec Daniel Auteuil. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène comme Antonioni, comme Ettore Scola, comme Hugh Hudson, avec qui j'avais fait ce film avec Kim Basinger qui s'appelait A Dream of Africa. J'ai fait un film sur The Crow aux États-Unis, etc. Donc je travaille un peu partout. Je travaille en France, mais je dirais que la moitié de mon activité d'acteur se fait à l'étranger. Donc je travaille beaucoup en Angleterre. Je travaille aussi régulièrement avec les Américains. En ce moment, je travaille avec des Espagnols pour une série espagnole. J'ai travaillé On peut peut-être donner le nom si c'est pas trop. Ça s'appelle la Frontera, la frontière. Merci c'est sur l'ETA. Donc c'est la première fois que je joue en espagnol d'ailleurs en tant qu'acteur. Donc j'ai beaucoup travaillé en Italie aussi. J'ai adoré travailler en Italie. J'ai eu la chance d'avoir pu sentir ce qui restait du grand cinéma italien à travers Cinecittà dans les années 90 avec un film avec Ettore Scola, et puis il y avait cet acteur magnifique italien qui s'appelait Massimo Troisi. Et voilà, donc je suis une sorte de voyageur dans le cinéma. Je travaille beaucoup à l'étranger. Merci infiniment. Alors Vincent, en fait, en réalité, quand on s'intéresse un petit peu à votre parcours de vie, on constate deux choses. C'est qu'avant de parler de théâtre et de cinéma, en fait, on doit parler de photographie et on doit parler de peinture et de dessin. Mm-hmm. Et quand vous êtes tout jeune, tout ce qui vous entoure est prétexte à faire des dessins et des peintures. Et puis, finalement, j'imagine que la photographie s'est un peu imposée naturellement parce qu'on est dans une sphère un peu artistique. Et racontez-nous un petit peu les tout débuts. Est-ce que déjà vos parents ont contribué artistiquement à vous influencer? Est-ce qu'ils vous ont poussé, en fait, à vous intéresser à ce milieu? Ou c'est, en fait, par des rencontres ou peut-être votre curiosité naturelle? Comment ça s'est déclenché, en fait? Comment Vincent Pérez s'est attardé sur le milieu artistique et comment vous y êtes entré de plein pied? Il faut préciser que vous êtes né en Suisse, hein, Vincent? Oui. Mais je pense que c'est une des parties importantes. C'était que j'étais vivais dans des villages isolés. Donc il y avait beaucoup de... Dans quelle géographique de... Dans le canton de Vaud, pas très loin de Lausanne. D'accord. Et donc, du coup, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Il y avait la nature, bien évidemment, mais il y avait aussi ces grands moments de solitude. Et même si je faisais du football, etc., j'étais quand même quelqu'un d'assez introverti et j'ai toujours besoin, et encore aujourd'hui, de rentrer dans ma bulle et puis de laisser aller mon imaginaire. C'est vraiment là où je me sens, je dirais peut-être le mieux, le plus heureux. J'aime ça. En fait. C'est votre chrysalide préférée. C'est ma chrysalide préférée, exactement. Mais à l'intérieur de ce monde de l'enfance, c'est vrai qu'il y a eu le dessin. Le dessin était ma manière à moi de mettre en scène, en fait, finalement, mon imaginaire. Et j'ai pratiquement passé toute mon enfance à dessiner jusqu'à, je dirais, l'âge de 15 ans. Je continue jusqu'à l'âge de 18 ans, mais c'est vrai que ça me permettait de m'échapper, de sortir du temps et puis de vous exprimer, de m'exprimer, le crayon, l'encre de Chine et puis
la gouache, etc. Tout ça, c'était vraiment, ça faisait partie de mon quotidien. J'ai gagné un concours de dessin à l'âge de 11 ans, qui m'a fait rencontrer un mentor qui s'appelait Pierre Gissling et qui m'a, je dirais, orienté, qui m'a fait comprendre en fait qu'il y avait cette voie possible dans la vie, qui était la voie artistique. Et on peut considérer que c'était mon deuxième père. Hein, et c'est lui qui d'ailleurs m'a mis un appareil de photo dans les mains. Je faisais chaque année des camps de dessin avec lui qu'il organisait. Et puis jusqu'à l'âge de 18 ans, et on passait pratiquement tout l'été à faire de la sculpture, à dessiner, etc. etc. Donc ça a été, voilà, lui, je dirais, qui m'a orienté d'une certaine manière, qui a révélé en moi cette nécessité. En fait, c'était quelque chose en fait de profond et de nécessaire dans ma vie que de m'exprimer au niveau artistique, de faire du dessin, de la photographie, de la sculpture, etc. Donc finalement, les fondations de votre inspiration sont nées quelques étés aux confins de votre adolescence. Absolument. À partir de l'âge de 11 ans, en fait. Entre 11 ans et 18 ans, je faisais des camps d'été tout le temps. Chaque été, je veux dire. Et ça a été, c'est ça probablement qui a dû m'orienter vers la photographie. C'est vrai qu'à un moment donné, dans mon adolescence, j'ai eu peur de la solitude extrême du peintre. Et je me souviens très très bien du moment, à un moment donné, où j'ai réalisé ça, où j'ai décidé en fait de m'orienter plus vers la photographie parce que ça me permettait au lieu de m'introvertir, de regarder le monde. En fait, c'était ma manière à moi de regarder le monde à travers mon objectif. Tout en ayant cette perception et ce sens aigu de la composition à travers la peinture, de l'observation de la lumière, etc., qui était quand même une belle formation de départ. Oui, parce qu'on commence comme ça, en fait. On dessine des ombres, on dessine la pomme posée devant soi, et puis on essaie de trouver la texture de la peau de la pomme, et puis de la mettre en relief grâce au jeu d'ombre et de lumière, qui est le titre du livre. Et finalement, c'est ce qu'on fait au crayon, à la mine de crayon. C'est justement de trouver des reliefs, etc., etc. Et puis aussi de regarder, de mieux regarder. Enfin, on est obligé de regarder. Voilà, quand on dessine, on regarde vraiment les choses, et c'est quelque chose qui fait, à un moment donné, on rentre hors du temps, et c'est ces moments-là qui m'ont beaucoup surpris lors du travail du livre. On va parler du livre, mais c'est vrai que j'ai eu vraiment ce sentiment-là d'être justement à la place du peintre ou du dessinateur et de sortir du temps, en fait. C'est très joli comme analyse, parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'intemporalité dans votre travail. Alors bon, merci pour la transition. On évoquera évidemment, parce que j'imagine que le théâtre est arrivé un peu plus tard, le cinéma également, mais dans ce socle, cette fondation en fait d'apprentissage de l'art pictural, on peut dire ça comme ça. Pour revenir au livre en fait, donc qui s'appelle Ombres et Lumières, c'est votre deuxième ouvrage. Vous avez fait un livre sur la Russie en fait, qui a été l'objet d'une très belle exposition à la Maison européenne de la photo, ce qui a peut-être occasionné votre rencontre avec Jean-Luc Monterosso du reste. Oui, et qui était à l'époque, on peut le préciser, le président de cette structure. Et le fondateur. Et le fondateur, absolument. Ô combien émérite autour de l'art photographique. Mais ce qu'on reçoit en fait comme première information quand on lit, quand on regarde, quand on observe, même quand on scanne ces photos parce qu'elles sont magnifiques, c'est qu'on y aperçoit et à la fois le travail du dessinateur. Typiquement, vous auriez pu faire des fusains pour faire ce travail. Ça aurait pu potentiellement. Oui, j'en ai fait quelques-uns d'ailleurs. Je ne suis pas étonné. Je m'étais posé la question, est-ce qu'on mélange, est-ce que je m'aventure dans quelques fusains, dans quelques crayons, en rapport, en écho, je dirais, à la photographie. Et puis finalement, on a décidé avec la maison d'édition que c'était pas forcément vers ça qu'il fallait aller. Il aurait fallu que je m'y mette vraiment et que je fasse du dessin. Là, on est vraiment dans la photographie, je dirais, dans le retour, le sorte de retour à la base. L'académisme. L'académisme. Et puis les reproductions sont sublimes, donc je suis très content. Et puis ça me permet effectivement de montrer aussi, de parler en fait, parce qu'il y a des textes aussi qui sont dans l'ouvrage de Monterosso, qui parle très bien de ce geste, de mon geste artistique à ce moment-là de ma vie, et puis et moi-même de retomber finalement dans ce parcours du petit enfant qui est dans sa chambre avec ses crayons et qui
prend des cours par correspondance avec l'école ABC à Paris, et justement qui commence à dessiner des corps. Et j'avais une passion, j'adorais dessiner les mains et les corps. Et cet enfant d'ailleurs, parce que les souvenirs surgissent, c'est intéressant quand vous vous plongez comme ça dans les souvenirs de l'enfance. Il y a un tableau qui était une reproduction, très mauvaise reproduction, mais qui était là dans une des chambres de la maison que mon père avait fait construire, cette toute première maison de cette famille d'émigrés espagnols avec ma mère allemande dans ce pays. Voilà. Donc c'était la Suisse. Donc, et il y avait ce tableau du Summer de Van Gogh qui était là. Et c'est vrai que c'est un tableau qui m'a toujours... qui a eu une sorte d'impact incroyable dans mon imaginaire. J'ai passé des heures à regarder ce tableau, savoir ce que c'était. En fait, c'est celui avec le tronc. Il y avait un tronc au centre parce qu'il y a 2 Summers. Et c'était juste extraordinaire de pouvoir voyager dans un tableau et de pouvoir laisser aller son imaginaire. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a ouvert aussi les portes vers ce que c'est que l'art. Et bien évidemment, par la suite, je suis tombé amoureux de Van Gogh. Ensuite, il y avait la découverte de tous les autres peintres, bien évidemment, au fur et à mesure qu'on avance. Egon Schiele était aussi, à un moment donné, a eu un impact aussi assez fort Mais bon, là, ici, c'est de la photographie je dirais, qui est très classique, et puis surtout qui essaie de capter l'invisible, quelque chose d'extraordinaire dans cet atelier de la Grande Chaumière. Alors Vincent, si vous me le permettez, oui. En fait, on a omis quelque chose de très important, c'est comment est née cette idée. Donc on peut expliquer pour les gens qui n'ont pas eu forcément cette expérience. Donc dans certaines académies d'art, il y a un modèle nu où un certain nombre de peintres amateurs ou professionnels se positionnent autour du modèle, et chacun avec sa vision va peindre le corps qui lui est mis à disposition. Jusque-là, c'est un peu la démarche qui est la vôtre. Et donc, j'imagine que vous avez emprunté cette initiative, sauf que vous l'avez retranscrite avec l'appareil photographique, mais en ayant, entre guillemets, les mêmes exigences, et à la fois en termes de qualité de lumière. On est donc dans cette académie qui est une institution à Paris, l'Académie Chaumière, qui est donc une école d'art, dans laquelle des modèles se mettent à nu pour des peintres amateurs ou des peintres pros. Et donc, vous avez emprunté, entre guillemets, les mêmes codes pour réaliser ce projet. Ouais. Depuis, d'ailleurs, l'Académie de la Grande Chaumière existe depuis la fin du 19e siècle. C'est vraiment une institution. C'est une institution, d'ailleurs, qui se démarquait par rapport aux autres écoles qu'il y avait. Ça prenait une forme de modernisme. On quittait le classicisme pour justement explorer les nouvelles tendances, etc. de la peinture. Donc c'était un lieu assez stratégique. Et ensuite, il y a eu, bien évidemment, tout le monde connaissait, à la grande époque des années 20, tout le monde connaissait cet endroit-là. Donc tous les plus grands peintres, tous les plus grands artistes sont passés par là. Et c'est ça qui est incroyable dans ce lieu. Mais en fait, l'idée de départ ne venait pas de moi. Elle venait d'une dame que j'ai rencontrée. Sur place ? Non, lors d'une signature de mon livre précédent, Laure Lamandin, et qui était tombée amoureuse d'une de mes photos, et qui m'a dit: vous devriez faire un livre de modèles de peintres, parce qu'il y avait une photo que j'avais faite dans un atelier de peinture, dans un appartement à Saint-Pétersbourg, où il y avait cette modèle qui posait nu devant les élèves, et on m'avait autorisé de faire des photos. J'étais en train de faire mon livre sur la Russie, et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose avec cette photographie qui a quelque chose d'assez magique, et donc cette éditrice, donc qui n'est pas finalement Skira, qui n'était pas Skira au départ, m'a ouvert, je dirais, ce chemin, cette idée que je trouvais très intéressante. Et puis on a trouvé
l'Académie de la Grande Chaumière, on les a approchés, et puis on a eu la concrétisé. On a eu la chance de pouvoir faire les photos là-bas, car c'est quand même le rêve de beaucoup de photographes, de photographier dans cet atelier-là. Et c'est vrai qu'il y a une magie particulière, de par son histoire, je pense, dans les lumières du lieu, parce qu'il y a une très grande verrière. Et puis bon, après, il fallait trouver la conceptualisation de l'image quand même. Et il a fallu que je voulais me servir finalement que de la lumière. Il y a quelques images où on voit l'atelier, mais ce qui m'intéressait, c'était la lumière du lieu. Et donc je suis venu avec un fond que je trimballe avec moi depuis des années, qui commence à avoir du vécu. Et je l'appelle ma peau d'éléphant, qui est un mélange de gris et qui a comme un vécu, un fond. Voilà. Les photographes, ils ont leur fond. Voilà, c'est mon fond. Et je vais probablement continuer à faire beaucoup de photos avec ce fond-là, qui n'est pas pratique parce qu'il est assez grand, etc. Mais donc, du coup, ce que je cherchais, c'était... ce que j'ai découvert, en fait, c'était ce qui m'intéressait, c'était l'âme du lieu et sa lumière. Donc, on a commencé le travail comme ça. J'ai commencé d'abord au numérique et ça n'a pas marché, ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et donc je suis ensuite retourné dans mon vieil outillage avec mon vieux Contax 645 que malheureusement on ne fabrique plus mais qui est un appareil extraordinaire. Et puis avec une optique qui est mon 80 mm et qui est juste qui est magnifique. Voilà. Donc, parce qu'il y a un modelé particulier. Et puis après, une fois qu'on avait je dirais les outils et que j'avais mes partenaires de travail avec moi, parce elles m'ont guidé, les modèles dont c'est le métier. Enfin, c'est des modèles qui travaillent certaines ne travaillent plus d'ailleurs aujourd'hui, mais qui posent dans cette académie de dessin. Et donc petit à petit, j'ai trouvé avec elles, on a trouvé ensemble, je dirais, les œuvres qui sont maintenant représentées dans le livre. Alors, vous évoquiez quelque chose de très important, hommage à ce fameux Contax 645, qui est quand même une bête préhistorique, mais qui fonctionne très très bien. Ouais. Donc vous avez utilisé ce qu'on appelle des pellicules 120, donc du moyen format. J'imagine que vous avez peut-être utilisé du Trisix de chez Kodak ou du F... Oui, je mélangeais en fait, ça dépendait, parce qu'il y a des fois il y avait vraiment moins de lumière, donc des fois il y avait un peu plus de sensibilité. Plus de sensibilité, donc il y a plus de grains, etc. Mais ouais. Justement, Vincent, en fait, d'un point de vue technique, on va fermer la parenthèse très vite, mais c'est vous qui avez traité vos films, fait des tirages, ou vous avez sous-traité ça à un spécialiste ou Moi, j'ai fait 2 ans de laboratoire, donc je connais bien ça, mais là, c'est pas... J'aimerais bien pouvoir... J'ai pas de laboratoire, mais j'ai pas encore trouvé véritable... Là, je travaille avec un ami à moi qui s'appelle Charles Canet, et avec qui on a scanné en fait ces images-là, et ensuite on les a travaillées en post-production d'une manière numérique. Pour les tirages, si on fait des tirages, il va falloir que je fasse une copie argentique de ma copie numérique. Bref, c'est tout un truc. Oui. Et pour pouvoir faire des tirages, et c'est vrai que j'aimerais bien essayer je dirais les diverses techniques pour voir en fait celle qui est la plus appropriée lors d'une exposition. Là, pour le moment, j'ai pas d'exposition précise de prévu, mais ça va venir. Ça va s'inviter à la table forcément. Vincent, on va poursuivre un petit peu sur l'évolution de ce travail. En fait, vous avez abordé la nudité, mais si je peux me permettre, je trouve que ces jeunes femmes qui sont photographiées nues, en réalité, on les voit quasiment habillées, tant finalement la douceur du rendu de la peau fait qu'en fait on les perçoit pratiquement comme des jeunes femmes habillées. Est-ce que vous avez cette sensation aussi, Vincent ? Complètement, oui, c'est vrai que c'était comme une tenue en fait. Quand la nudité devient leur outil de travail, c'est comme une tenue. D'ailleurs, il y en a une qui le dit dans les textes, parce que j'ai demandé aussi... il y en a une qui m'avait dit « j'aimerais bien pouvoir écrire un texte ». Je dis « super ». Et puis ensuite, j'ai proposé à d'autres d'écrire des textes. Et finalement, il y en a quelques-unes, je crois 6, sur l'ensemble des modèles qui ont écrit des textes. Et c'est vrai qu'une d'entre elles dit ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme moi-même, j'ai vécu ça sur les tournages, parce que c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'ai souvent été nu au cinéma. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'habitue à la nudité devant une équipe, etc. Et c'est comme ça devient comme un costume, pratiquement. Donc, je connais bien cette sensation de l'intérieur. Et puis ensuite, je pense que
le fait que ce soit leur métier, en fait. Alors, c'est pas du tout pareil. De poser pour le dessin, de poser pour la photographie, c'est quand même deux choses complètement différentes parce qu'il faut quand même trouver, je dirais, il y a une magie qu'il faut trouver. Et cette magie-là, ça reste un mystère, ça reste... Une sorte d'écriture, vous voulez dire, Vincent, dédiée un peu à la photographie? Oui, c'est ça, dédié à la photographie, dédié aux parts d'ombre et de lumière. Oui. Et puis à la pensée. Je pense que tout ce qui m'a traversé l'esprit en faisant ces photographies, on me dit d'ailleurs... souvent on me pose la question, mais pourquoi il n'y a pas d'homme de nu d'homme dans le livre? Et en fait, je pense que je ne suis pas encore prêt. J'ai fait du nu d'homme, mais je ne suis pas encore prêt, j'y arrive pas. Alors que le nu de la femme m'évoque énormément de choses, comme par exemple... ne serait-ce que la maison mère, je dirais... on est tous sortis du corps d'une femme. Il y a cette histoire d'être fabriqué dans ces corps, dans ce corps-là. Et puis, moi, j'ai pensé à la naissance de mes enfants, que j'ai assisté à cette chose extraordinaire qu'est la vie qui apparaît, donner la vie. Donc, je pensais à ces choses-là. Je pensais aussi aux maltraitances. J'ai pensé à l'Iran. J'ai pensé à l'Afghanistan. J'ai pensé à... Il y a vous savez, il y a plein de choses comme ça qui vous traversent l'esprit quand vous êtes en face, comme ça, d'une manière assez, presque, j'allais dire clinique. C'est pas clinique, non, d'une manière artistique, devant ce corps, et d'être guidé par ces modèles m'ont permis de penser à beaucoup de choses. Et je pense que toutes ces réflexions-là, finalement, je pense qu'elles sont là, quelque part, dans ces images. Quand on vous écoute, Vincent, évidemment, on apprécie la douceur de vos propos, qu'on retrouve forcément dans la douceur de ce travail. On perçoit quasiment aucun visage frontalement. De mémoire, il y a un ou deux visages. On voit quasiment jamais le sexe d'un modèle. Ça arrive une fois ou deux, et je pense que c'est vraiment en plus pas accidentel, mais c'est d'une pudeur vraiment. Et je trouve que ça vous ressemble énormément, ce travail. C'est-à-dire que vous êtes une sorte de dandy urbain. Et je trouve que dans ce travail, en fait, ça transpire. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'élégance et d'intemporalité. On peut vraiment parler d'académisme. Je pense que ce travail, il s'inscrira vraiment dans la durée. Et j'avoue que je suis curieux, en fait, à titre personnel, de voir la réponse masculine. Non, mais la réponse féminine aussi. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai autour de moi, il y a peu de gens qui l'ont vu, ce travail-là. Et chaque fois que je le montre... j'ai des réactions qui sont très belles, très, très fortes, mais c'est vrai que la vraie réaction, ça sera la réaction devant l'image, je pense, exposée. En plus grand format, etc. Mais le livre est très fidèle au ressenti que j'ai eu en faisant ces photographies. Je parle un peu des fois aussi dans nos échanges avec Jean-Luc Monterosso qui écrit la préface. Donc, on parlait d'éducation du regard. Et je trouvais ça assez beau comme idée, comme terme. Parce que la photographie, en fait, la difficulté, c'est que ça devient très vite... Le nu, c'est un exercice extrêmement compliqué à réussir parce que ça devient très vite banal, en fait. Il y a tout de suite une banalité, il y a tout de suite une vulgarité, il y a tout de suite une sorte d'érotisme comme ça, pas très intéressant. On catégorise rapidement. Oui, et puis, mais surtout, le pire, c'est la banalité, en fait. Et donc, j'étais confronté à tout ça en faisant ces images-là. Et c'est vrai que j'ai réussi, je pense, à me faufiler, et grâce à mes modèles, qui étaient vraiment des filles merveilleuses, qui m'ont encouragé, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu une sorte de doute. Je me suis dit, est-ce que je fais ce livre ou pas, dans cette période MeToo, est-ce que... Et puis finalement, je me suis dit, mais c'était un travail de collaboration, c'est un travail qui était... On a vraiment réussi quelque chose ensemble. Et je pense que justement, je pense que c'est important, au contraire, de montrer ce travail-là, parce que juste pour la beauté du corps, la beauté du corps des femmes, et puis de cet académisme, etc. Donc finalement, je me suis dit que ce livre parlait aussi beaucoup de moi, de qui j'étais.
En fait, il y a quand même quelque chose qui est aussi omniprésent et je trouve que c'est une valeur de trait d'union et qui, encore une fois, souligne véritablement votre perception et votre sensibilité autour de la féminité. C'est ces détails avec ce qu'on appelle le bokeh de l'image, c'est en fait une zone de netteté assez faible et qui part très rapidement dans le flou. Et je trouve que ça donne une poésie et le rythme du livre qui est vraiment très intéressant parce que justement, ces détails sont d'une pudeur et d'une élégance absolue. Oh ben merci, ça me touche beaucoup. Oui, alors ça dépend, parce qu'il y a des photos qui ont plus ou moins de profondeur de champ, tout dépendant aussi effectivement du peu de lumière qu'on a, ou du traitement tout simplement d'une main qu'on a envie de mettre en relief, alors que le corps... Et c'est vrai que souvent je me disais, on dirait une sculpture. Et à partir du moment où je me disais, on dirait une sculpture, je me disais, ah bah ça veut dire que la photo, elle est là. C'est marrant. Oui. C'est vrai qu'il fallait que j'ai ce sentiment de la sculpture pour me dire que la photo elle va être réussie. Donc, je pense que c'était pour moi aussi une manière d'être artiste. Voilà, j'ai l'impression de me retrouver à une place qui a toujours été là depuis mon enfance, et puis j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'alignement de planète et que finalement peut-être c'est un des travaux les plus artistiques que j'ai fait jusqu'à présent. Peut-être que je n'avais pas aussi atteint la maturité et puis surtout que je fais beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire qu'entre mes écritures, de scénarios, et puis la réalisation qui prend beaucoup de place dans ma vie, et puis mon métier d'acteur. Donc c'est vrai que la photographie me permet finalement de me retrouver seul face à moi-même dans une démarche artistique, dans un geste artistique. Et ça, c'est quelque chose qui vous canalise et ça me fait du bien, en fait. Je pense que j'en ai profondément besoin aussi au fond de moi-même. On sent, Vincent, que pour vous, c'est quelque chose qui est important parce que ça représente un peu des traits d'union artistique entre tous vos autres projets. Oui, c'est ça. Et puis en plus, pour la petite histoire quand même, ce qui est incroyable, c'est qu'on est à Montparnasse. Oui. On est à Montparnasse, on est dans un atelier qui était célébrissime, qui est toujours célèbre, mais qui était quand même un endroit de passage où les Kissling, les Modigliani, etc., les Soutine et les modèles et les Kiki de Montparnasse sont passés par là. Et puis... et donc du coup j'ai l'impression, des fois quand je faisais les photos, j'avais vraiment l'impression de voyager dans cette époque-là du Montparnasse, ça vous a transporté. Des années. J'étais vraiment transporté, j'ai vraiment entendu, je pense que j'avais vraiment le sentiment d'entendre la terrasse de la Rotonde qui était vraiment pas très très loin. Et depuis d'ailleurs ce travail que j'ai fait, donc les photographies je les ai faites l'été 2020. D'accord. C'était en plein Covid. C'était en plein Covid, été 2020. Depuis, j'ai énormément étudié donc cette période un peu magique de l'après-guerre et jusqu'au, je dirais, au début, à la naissance du surréalisme, avec les André Breton et compagnie, qui disait d'ailleurs cette phrase que j'aime beaucoup: le monde des arts n'est pas celui de l'immortalité, mais celui de la métamorphose. Ah. Et je trouve que c'est quelque chose qui était complètement... C'était cette époque-là, c'était une époque de la métamorphose des arts et du monde. Et ça se passait à Montparnasse. Et donc... j'ai développé un scénario qui s'appelle Kiki de Montparnasse. J'allais vous poser la question. Et donc, j'espère que ça va... le scénario, il existe. Je suis en casting en ce moment. J'ai 2 films en ce moment. C'est une vraie information. Merci, Vincent, pour ce partage. J'ai 2 films en ce moment. Je ne sais pas, je pense qu'il y en a un que je dois tourner au mois de septembre l'année prochaine, qui est un autre sujet. Mais disons que c'est vrai que ce livre et ce travail de photographie, il le dit d'ailleurs, Monterosso, était comme une sorte presque un travail préparatoire, de repérage, oui. En tout cas, je dirais que c'est plutôt une sorte de repérage de sensations, plus que de lieux. Et c'est vrai que comme Kiki de Montparnasse était modèle, et la question justement du sujet, le modèle sujet, aujourd'hui est une question de la muse, en fait, est une question qui est vraiment assez fascinante en ce moment, justement, parce que est-ce que la muse est-elle
est-elle objetisée ou est-ce qu'elle est aussi partie prenante du geste artistique? Et voilà, donc ce livre-là, je le souligne, et d'ailleurs les modèles s'expriment dans le livre, parce que justement, j'ai vraiment une modèle est la partenaire de celui qui crée, je dirais, l'image. Et elles étaient très actives dans le travail aussi, dans la proposition, etc. Vraiment, on travaille ensemble. Moi, comme un metteur en scène, elle comme des actrices un peu aussi. Il y avait quand même ce côté-là aussi. Mais pour aller chercher une image, je les appelle les danseuses de l'immobile. C'est assez fou parce que d'un coup, elles doivent créer une émotion, mais d'une manière dans l'immobilisme. Donc, c'est un vrai travail sur sa propre personnalité en réalité. Hein. Ouais. Pour justement laisser la pensée, le libre cours à la pensée qui ensuite se projette dans l'image. Enfin, il y a tout un travail comme ça qui est assez fascinant. Et je pense que l'argentique capte l'air. Il y a quelque chose dans l'air qui se passe autour, l'aura des modèles, du lieu, etc. J'ai l'impression que l'argentique est sensible à ça et il arrive à le capter. Vincent, je vais vous demander en fait de me citer votre film préféré. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais si vous deviez partir sur une île déserte, vous n'auriez droit qu'à un seul film. C'est celui-là que je veux absolument entendre. Une musique de film préféré que vous écoutez avec plaisir, sans effort, vraiment qui vous inspire, qui vous captive régulièrement. Et puis une réplique de film. Ah, ouais. Et je soupçonne que vous l'ayez déjà en tête. Ouais, non, c'est impossible de choisir un film, et donc j'hésitais avec 8,5 de Fellini et le Miroir de Tarkovsky, qui sont des films que je vois régulièrement, que j'ai besoin de revoir, tout simplement. Donc on va aller pour le film, je dirais, le plus... celui qu'on essaye de voir et de comprendre à chaque fois un peu plus, qui est le Miroir de Tarkovsky, qui vraiment est un film qu'il faut revoir. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce film ? C'est le souvenir, je pense, le souvenir des moments importants d'une vie à travers un film. Voilà, ce film, c'est ça, c'est les souvenirs importants de la vie d'un homme, d'un immense artiste qui est Tarkovsky, et puis la beauté, la puissance des images, c'est juste un film absolument extraordinaire. La forme, le fond, la poésie, c'est du cinéma-poésie, et c'est quelque chose qui vous nourrit et qui vous fait grandir. Это Россия, ее необъятное пространство захватили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Votre musique, la musique, alors du coup, Nino Rota qui a fait la musique de 8,5 et qui a fait, je regardais, Le Parrain, La Strada, La Dolce Vita, Plein Soleil, Le Guépard, Rocco et ses frères. Que des films que personne ne connaît. Tous les autres. Et puis la réplique, je la dirai pas en entier mais on n'est pas bien là, hein, décontracté du gland. Par un certain Gérard, n'est-ce pas? Depardieu, c'est vrai que Bertrand Blier, on peut donner le film. Depardieu, Les Valseuses. C'est vraiment, c'est magnifique. Il faut le dire. Il faut continuer à le dire que c'est magnifique. Et maintenant, où on va maintenant? J'en sais rien, tu nous emmerdes. N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité. Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors... Tu fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas? Tu te sens pas en joueur? On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est un bonheur absolu, cher Vincent. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup. J'étais ravi de parler avec vous.